Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, de reportage et d'expertise. On est ensemble pour 90 minutes tous les jours du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat. Et c'est une émission spéciale que nous vous proposons ce soir consacrée à l'interview d'Emmanuel Macron et à ses conséquences politiques. Le chef de l'État a-t-il entendu la colère des 2 tiers des Français? Va-t-il se passer du Parlement pour ses prochaines réformes? Dans un instant, 3 sénateurs, Renaissance, LR et Socialistes, se confronteront sur cette question et sur la capacité de l'exécutif à continuer de transformer le pays. Et puis pour notre second débat, ce sont des politologues qui analyseront cette feuille de route donnée par le président de la République à Elisabeth Borne. Le mandat que je lui ai donné, c'est de continuer à élargir cette majorité autant qu'elle le pourra, avec les femmes et les hommes de bonne volonté, de droite et de gauche, ou du côté de l'écologie. Est-ce une mission impossible pour Elisabeth Borne? Qui pourrait entrer dans un probable gouvernement Borne? De quel destin pour la réforme des retraites avec la saisine du Conseil constitutionnel et puis ce référendum d'initiative partagée voulu par les oppositions? Beaucoup d'enjeux passionnants à décortiquer dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, Emmanuel Macron qui reçoit à l'Élysée les présentateurs des JT de 13h de TF1 et France 2. Les points les plus saillants de l'émission avec Jérôme Rabier. Plus de 30 minutes d'interview sans véritable surprise, ni sur le fond, ni dans la forme, dans laquelle Emmanuel Macron a annoncé d'emblée qu'il n'y aurait aucun recul sur la réforme des retraites. Ce texte, il va poursuivre son chemin démocratique. Il est aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel. Et donc, il faut maintenant attendre que le Conseil constitutionnel se prononce, et c'est à l'issue de sa décision que j'aurai à promulguer un texte. S'il veut aller au bout de cette réforme, c'est à ses yeux, car c'est la seule solution soutenable pour le pays, même au prix de l'impopularité. Cette réforme, elle est nécessaire. Et je le dis aux Français, ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la faire devant vous par le sens des responsabilités. S'il a regretté de n'avoir pas réussi à convaincre les Français du bien fondé de ce texte, Emmanuel Macron a rejeté tout immobilisme pour les prochains mois, même s'il veut procéder différemment. À la fois moins de textes de loi, des textes plus courts, plus clairs, pour aussi changer les choses pour nos compatriotes de manière plus tangible. Tout ne passe pas par la loi. Et ensuite, de bâtir un programme de gouvernement pour que les choses soient plus claires et ambitieuses et apaisantes. Le texte immigration qui devait arriver la semaine prochaine au Sénat est ainsi reporté, même s'il devrait revenir prochainement, sans doute en plusieurs parties. Mais Emmanuel Macron veut surtout insister sur sa volonté d'avancer sur des priorités. Voilà le cap. Le plein emploi, la réindustrialisation, l'ordre républicain et mieux vivre les progrès avec l'école, la santé et l'écologie. Pour mettre en œuvre ces priorités, Emmanuel Macron a confié à Elisabeth Borne la difficile tâche d'élargir sa majorité relative à l'Assemblée. Une impérieuse nécessité si le président veut pouvoir faire passer ses futurs projets. Emmanuel Macron qui a insisté sur 2 mots dans cette interview télé, responsabilité et légitimité. On va évidemment y revenir tout de suite avec mes invités. Xavier Iacovelli, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine. Stéphane Le Rudulier, bonsoir et bienvenue, sénateur bonsoir. LR des Bouches-du-Rhône. J'accueille également Yann Chantrel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur socialiste des Français de l'étranger. Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Vous êtes toujours à mes côtés, on va co-animer en quelque sorte ce premier débat. Je commence avec vous, Xavier Iacovelli. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a répondu aux Français, je disais, les 2 tiers de nos compatriotes qui rejettent cette réforme, finalement, d'une façon très régulière depuis plusieurs mois? Oui, je pense qu'il a assumé déjà un discours de vérité en expliquant qu'il aurait voulu ne pas la faire, mais que sa charge et la charge que les Français lui ont confiée l'ont obligé aussi à porter cette réforme, qui est une réforme courageuse, qu'il avait déjà portée lors du premier quinquennat, qui n'avait pas pu aller jusqu'au bout, dans un autre système. Il l'a assumé aussi dans la campagne présidentielle, d'abord 65 ans, puis ensuite, après, au niveau des législatives, à 64 ans. On voit bien qu'il y a eu ensuite des discussions avec les partenaires sociaux qui ont été reçus tous les mois depuis l'élection présidentielle, hormis la CGT qui avait boycotté, et ensuite les concertations avec le ministre Mais est-ce qu'il s'est vraiment adressé aux Français? Est-ce qu'il a entendu les Français ce midi? Je pense qu'encore une fois, il a parlé vrai.
En fait, on avait besoin d'avoir un président qui à la fois assumait la colère qu'il y avait dans la rue, la colère qu'il y avait dans le pays, et la colère est légitime à partir du moment où on demande un effort supplémentaire aux Français, mais en même temps, il avait aussi la responsabilité d'assumer le fait que ce cheminement démocratique qui a eu lieu et qui est propre à notre Constitution, que nous, au Sénat, nous avons assumé, malgré une volonté d'obstruction des groupes de gauche, nous avons assumé d'aller jusqu'au bout de l'examen de ce projet de loi. Il est dans un cheminement, et maintenant, c'est le Conseil constitutionnel qui donnera son avis sur la légitimité. Le cheminement démocratique continue. Stéphane Le Rudulier, est-ce que vous reconnaissez une forme de courage politique, parce que c'est ce qu'on peut entendre derrière ces explications, au président de la République ? Certes, effectivement, il a pas reculé. Le pire aurait été de reculer. Mais ce que j'attendais de la part du président, c'est quand même un mea culpa sur la méthode employée. Parce que, effectivement, les Français ont eu l'impression qu'on y est allé un peu au forceps. Quand on regarde la procédure législative employée, avec un temps programmé entre les deux chambres, quand on regarde, certes, il y a eu l'obstruction de la gauche, mais l'utilisation du 44-3, c'est-à-dire du vote bloqué pour aller au vote final au Sénat. Demandé par la majorité sénatoriale, je rappelle. C'est bien le gouvernement qui l'a actionné, c'est pas la majorité sénatoriale. Assumons collectivement cet article de la Constitution. C'est là que... Non, mais attendez. C'est bien de ne pas mentir aux Français non plus, quoi. Attendez, on y vient. D'accord. On y vient. Allons-y. Maintenant, sur le 49-3, il était inutile. On ne peut pas dire en même temps, il faut respecter la démocratie représentative, ce que j'ai entendu hier en disant c'est pas le peuple dans la rue qui gouverne, mais ce sont les élus qui représentent à l'Assemblée nationale le peuple, et en même temps leur priver de ce vote essentiel sur le fond même de la réforme. C'est pour ça que elle ne serait pas passée, cette réforme. Mais elle ne serait pas passée, mais à ce moment-là, il fallait prendre la mesure de la chose et revenir et pourtant, c'est la réforme que les sénateurs LR portent depuis des années. Donc je vais vous dire, c'est la réforme LR. L'amendement Savary que nous portons depuis des années, mais on n'a pas été assez loin dans cette réforme des retraites. La notion de l'introduction d'une dose de capitalisation. Parce que vous dites qu'il ne faut pas mentir aux Français. Mais on a menti aux Français. Dans 4 ans ou dans 5 ans, on reposera la même question. Mais c'est bien la différence entre vous et nous. C'est que nous ne souhaitons pas de dose de capitalisation. Nous souhaitons maintenir et préserver ce système par répartition. Ce que je veux dire par là, c'est... Vous voulez dire qu'il faudra refaire bien sûr. Regardez la crise démographique que nous avons. Vous savez très bien que les perspectives du corps, c'est le plein emploi, 4,5% de chômeurs pour atteindre l'équilibre en 2030. Nous sommes à 7,2%. Donc la trajectoire même budgétaire de cette réforme, au-delà des avancées sociales qui ont été intégrées, fait que nous ne serons pas à l'équilibre en 2030. Il faut le dire clairement aux Français. Alors, d'où le fait que dès le début des débats au Sénat, la droite a voulu dire attention, il faut réfléchir. Réfléchissons à introduire une dose de capitalisation pour sauver notre système. Je reviens sur la nécessité de cette réforme, puisque c'est l'une des justifications d'Emmanuel Macron. Cette réforme n'est ni un luxe ni un plaisir, c'est une nécessité pour le pays. Yann Chantrel, est-ce que c'est une nécessité Alors, c'est pas une nécessité, mais surtout quand on voit l'intervention d'Emmanuel Macron aujourd'hui, tout ça pour ça. À quoi ça sert d'être intervenu au moment où il y a une crise politique majeure, et une crise sociale aussi, des milliers et des millions même de Français qui manifestent pacifiquement dans les rues depuis plusieurs semaines, et il n'y a pas pour tous depuis une semaine. Il n'y a aucun acte politique. Non, mais pacifiquement. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette intervention ? Pacifiquement, pas depuis une semaine. Oui, pas depuis le 49-3. À cause de qui ? À cause de qui, justement ? Le principal, en plus, je pense que l'intervention de M. Emmanuel Macron, c'est un véritable carburant à manifestants. Donc il y en aura certainement encore plus. Ouais. Parce que ce qui s'est passé, c'est quand même un déni, un mépris total des gens qui manifestent. C'est d'une violence inouïe, cette intervention vis-à-vis des gens justement qui souffrent. Parce que faire la grève, ne pas avoir de salaire à la fin du mois, dans la période de crise qu'on est, je peux vous dire que c'est quelque chose d'important. Ouais. Et de se voir renvoyer par le président de la République, circuler, il n'y a rien à voir, vous pouvez manifester, je ne ferai rien, alors que la légitimité du président de la République vient du peuple. Uniquement du peuple. Il ne faut pas oublier l'article 2 de la Constitution, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Sa légitimité, elle vient des Français. Sa légitimité est plus qu'écornée vis-à-vis de cette réforme, puisqu'elle est massivement rejetée par les Français. C'est pour ça que nous, ce que nous souhaitons, c'est de sortir par le haut. S'il n'a pas peur, justement, des Français, qu'il fasse un référendum, qu'il leur demande leur avis, qu'on discute de cette réforme. Entre nous. Vous dites ça, mais c'est un piège absolu, parce que s'il fait un référendum, vous savez très bien qu'il le perd.
Absolument pas. Pourquoi le perdrait-il forcément? Vous pensez que s'il fait un référendum, il le gagne? Si elle est si nécessaire que ça, pourquoi n'arrive-t-il pas à convaincre les Français? Parce que les Français, ils ont bien compris qui allait payer cette réforme. Donc c'est pas les plus privilégiés. C'est un piège que vous lui tendez? Non, c'est pas un piège. C'est la réalité. C'est nos institutions qui permettent ça. Quand il y a un blocage politique de la sorte, ça a été fait par d'autres. Il y a soit la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qu'a fait le général de Gaulle quand il y a une crise politique majeure, ou il y a la possibilité aussi d'exercer le référendum. Le président de la République n'a activé aucune de ces solutions démocratiques et politiques pour résoudre le conflit. Ce qui est évident, vous dites à quoi a servi cette intervention? Peut-être à ça, ce sondage qui vient de nous arriver. Merci à Elsa Patria, pas du tout Patria, pardon, à Elsa qui nous l'a transmis via cette oreillette magique. Sondage pour le journal du dimanche, 21% des Français pensent que Emmanuel Macron va reculer. Xavier Iacovelli, seulement 21%. C'était peut-être ça le message qu'il voulait envoyer. Tout simplement, je suis inflexible. Mais je voudrais déjà répondre. Déjà, je pense effectivement qu'on ne peut pas reculer. On ne peut pas reculer parce qu'on a un problème avec notre système de retraite par répartition. Ça a été répété et répété sur les plateaux télé, dans les hémicycles, que nous avons un problème structurel déficitaire sur notre système de retraite par répartition, que nous, dans la majorité présidentielle, et je crois pour le coup partagé par la gauche et l'opposition, on est contre la capitalisation de notre système de retraite, et donc il faut trouver un moyen de le financer. Nous ne souhaitons pas baisser les pensions des retraités actuellement, nous ne souhaitons pas augmenter les impôts sur les Français, et donc il faut trouver une autre solution et se mettre dans la moyenne, dans la moyenne effectivement des pays européens, c'est-à-dire à 64 ans. Après, moi je veux bien qu'on appelle de respecter nos institutions, monsieur le sénateur, chers collègues. Mais jusqu'à preuve du contraire, le 49.3 est un outil constitutionnel qui respecte nos institutions et d'ailleurs usé et abusé parfois, y compris par le Parti socialiste lorsqu'il était aux responsabilités, et y compris pour la deuxième lecture de la loi Touraine, et y compris pour le CICE qui était où les Français étaient majoritairement opposés à ça. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on ne peut pas, quand on est dans l'opposition, revendiquer de la non-utilisation du 49.3 et quand on est dans la majorité, être favorable. Donc vous voyez, je pense qu'il faut juste un peu de cohérence. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'étais contre le CICE, par exemple, lorsque j'étais dans la même famille politique que vous. J'étais contre le CICE, contre parti. Donc c'est possible. Il a été retiré par Emmanuel Macron. Non, mais CICE, le CICE, il n'a pas été retiré pour le... Non, le CICE n'a pas été retiré, il a été voté sous... Le CPE a été c'est un autre gouvernement, c'est un gouvernement de droite. C'est possible de retirer, c'est ce que vous disiez le contraire tout à l'heure. Mais pour répondre par rapport au 49.3, la problématique de l'utilisation de cet article, c'est dans la séquence politique dans laquelle nous sommes. C'est le moment sur lequel on l'a utilisé. Quand vous regardez, déjà on était dans un délai contraint, la discussion n'est pas allée au bout à l'Assemblée nationale. Au Sénat, ça a été un gros problème ce qui s'est passé. D'ailleurs, on a fait un recours au Conseil constitutionnel qui reprend des éléments de la manière dont le débat s'est déroulé quand même au Sénat. Parce que la clarté des débats, c'est important aussi. La sincérité des débats, il n'y a pas eu. On a fait tomber des amendements, il y a eu des entraves. Nous avons saisi le Conseil constitutionnel sur ce sujet et on espère bien évidemment qu'il casse là-dessus. Et vous prenez un 49.3 alors que l'Assemblée nationale n'a jamais eu l'occasion de voter sur le texte. Mais l'Assemblée nationale a voté sur le 49.3. Vous aviez la possibilité... L'Assemblée nationale a donné ou pas la confiance. Non, c'est donner la confiance. Ce n'est pas voter sur le texte. La confiance, ça n'est absolument pas la même chose. Voter la confiance au gouvernement vaut validation du texte. Je suis désolé, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous n'avez pas soumis le texte pour une raison très simple. Parce que la confiance, c'est un peu l'arme nucléaire institutionnelle. Vous la sortez exprès pour domestiquer les gens qui étaient contre la réforme. Mais si vous auriez été au vote, et vous le saviez très bien, l'Assemblée nationale l'aurait rejeté. C'est pas pour rien que vous n'êtes pas allé au vote. Donc, des parlementaires, le peuple, aurait rejeté cette réforme et vous voulez à tout prix la faire avaler par tous les moyens aux Français. Ils n'en veulent pas. Ils vous disent qu'ils n'en veulent pas. Et ils continueront à se mobiliser pour le dire. Quelle est la solution alternative ? Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a démontré qu'il n'y avait pas de majorité alternative à cette majorité aujourd'hui aux responsabilités. Vous avez perdu le vote de défiance sur le gouvernement. À 9 voix près, effectivement, à 9 voix, l'Assemblée nationale a reconfirmé la confiance au gouvernement. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de majorité alternative. Vous pouvez inventer à chaque fois, refaire l'histoire à chaque fois, mais à chaque élection... Les élections, déjà, il y a reprends la main, retourner en élection. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels je voudrais vous faire réagir, et notamment un mot qui a été utilisé par beaucoup d'opposants à cette réforme, que ce soit dans le champ politique ou dans le champ syndical, c'est le mot mépris. On écoute Jean-Luc Mélenchon, puis Philippe Martinez pour la CGT. Le président de la République
Il y a une fois de plus de parler pour ne rien dire. Et de ce qu'on en a compris, on n'y retrouve que les marques traditionnelles du mépris dont il nous a accablés jusque-là. Je vais le dire trivialement, cette interview, c'est du foutage de gueule et c'est du mépris encore plus fort vis-à-vis des millions de personnes qui manifestent. Stéphane Le Rudulier, est-ce que vous, je reprends ce que disait Yan Chantrel tout à l'heure sur le manque peut-être d'empathie du président de la République vis-à-vis des Français. C'est ce que je synthétise en quelque sorte. Est-ce que vous employez ce mot de mépris après cette intervention présidentielle? Non, parce que il a agi en responsabilité pour maintenir cette réforme, même si elle est totalement imparfaite, et nous l'avons toujours souligné. Néanmoins, ce qu'on attendait aussi du président de la République, c'est qu'il puisse appréhender le climat social qui est quand même explosif en France. Quand on regarde ce qui se passe sur la radicalisation du mouvement depuis ces dernières heures, depuis ces derniers jours, nous sommes très inquiets. Enfin, si vous retournez dans votre circonscription, vous apercevez qu'il y a une tension dans le pays qui va au-delà de la crise des Gilets jaunes qui s'était éteinte avec la crise du Covid. Et là, je pense. Mais ça, il y a répondu. Il y a un message d'ordre qu'il a martelé plusieurs fois dans son intervention. C'est là où les responsables politiques, notamment de gauche, ont une responsabilité par rapport à ça. C'est de jouer l'apaisement. Effectivement, je vous rejoins. Le 49.3, ça a été voté, même si je ne l'aurais pas utilisé. On aurait préféré ne pas l'utiliser. Il est légitime en tant que tel, à 9 voix près, certes, c'est là où ça force quand même l'humilité. Moi, je rappelle juste à mes amis de gauche, 1875, même si on fait un peu d'histoire, la Troisième République, elle naît à 1 voix près. On ne l'a pas remis en cause pendant 70 ans. C'est la règle démocratique. Mais c'est surtout sur le comportement d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il faut qu'il tende la main très rapidement aux organisations intermédiaires qui ont joué le jeu pendant 2 mois afin de renouer ce dialogue social. Je pense que c'est essentiel. Et il y a un problème de méthode. Et j'insiste là-dessus. On parle de la loi travail. Mais encore faut-il, il aurait fallu la mettre sur la table avant la réforme des retraites pour qu'on puisse avoir un package, un nouveau contrat social. Et je pense intimement qu'il est convaincu qu'il y a eu une erreur de méthode. Il ne va pas l'admettre, mais je suis sûr à 100% qu'il aurait dû faire ce mea culpa pour apaiser la population française. Allez, un mot de réponse, Xavier Iacovelli, sur le manque de mea culpa. Il a juste reconnu que, effectivement, en termes de pédagogie, vous étiez passé moi, je ne suis pas commentateur des interventions du président de la République. Moi, ce que je vois, c'est qu'il a eu un discours de vérité. Il a assumé. Non, mais effectivement. C'est pas commenté. C'est-à-dire qu'attendre un mea culpa d'un chef d'État face à une telle colère populaire, ça peut s'entendre. Il a assumé effectivement le problème de méthode, peut-être sur le fait d'arriver sur le texte des retraites avant la loi travail. Il y a ce mea culpa. Il entend la colère aussi des Français. Il ouvre la porte aux partenaires sociaux et notamment, il a main tendue aux partenaires sociaux sur la question de la réforme du travail et notamment sur une question, moi je trouve que c'est très symbolique, c'est-à-dire que quand il reprend l'exemple sur la pénibilité, et ça a été un vrai sujet, y compris au Sénat, sur la question de la pénibilité. Oui, mais la pénibilité, c'est pas au moment de la retraite qu'on la corrige, la pénibilité, c'est au moment du travail. Et donc, effectivement, il y a tout ce travail en amont, parce que quand on fait la pénibilité, quand on a un métier pénible, qu'on parte à 62 ou 64 ans, c'est pas ça qui va changer la donne. Mais par contre, il y a... Non, oui, il y en a 3. Il a supprimé 4 critères. Il en a supprimé 4, il y en a 3 qui reviennent et qui étaient inapplicables, vous le savez très bien. C'était une usine à gaz que les entreprises n'arrivaient pas à appliquer pour mesurer la pénibilité. Donc, c'est dans la vie active qu'il faut mesurer la pénibilité. Mais à vous entendre, je vous dis que vous êtes presque d'accord avec Stéphane Le Rudulier, il fallait le faire avant. Mais traiter de l'usure professionnelle, comme il l'a dit. Mais c'est pour ça que la porte aujourd'hui est ouverte auprès des partenaires sociaux pour faire en sorte d'avoir ce dialogue et travailler sur le sens du travail et faire en sorte de retrouver ce lien avec les partenaires sociaux. Alors, vous avez parlé de légitimité. Mathieu, justement, on avait prévu de se concentrer sur ce mot qu'on a entendu dans la bouche d'Emmanuel Macron ce midi, mais aussi beaucoup ces dernières semaines. Oui, parce que c'est devenu un réflexe de l'exécutif depuis quelques jours, quelques semaines, décerner des brevets de légitimité ou d'illégitimité. Alors, qui est légitime ? Tout seigneur, tout honneur. Lui d'abord.
Emmanuel Macron. Le jour même de la première mobilisation, le 19 janvier dernier, le président de la République avait expliqué en fait son argumentation qu'on a ensuite entendue toutes les semaines. En gros, la réforme a été démocratiquement présentée et validée, ce qui lui donne la légitimité de le faire, parce qu'il l'avait promise dans son programme et parce qu'il a été élu pour ça. Alors, cet argument n'a cessé d'être repris, mais le problème, c'est que si cette légitimité, elle est effectivement incontestable en théorie, elle reste néanmoins discutable compte tenu du contexte, parce qu'il faut rappeler que la présence de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle a fait que des gens ont voté contre elle et pas forcément pour lui. Il faut rappeler que beaucoup de Français aussi n'ont pas voté pour cette majorité-là aux législatives, puisque du coup, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Alors, comme il était bon prince, le chef de l'État, il jugeait toutefois à l'époque tout aussi légitime que des opinions puissent s'exprimer, mais il ajoutait des bémols dans cette déclaration. C'était légitime, mais sans trop de désagréments pour nos compatriotes, et évidemment, sans débordement, ni violence, ni dégradation. On sentait déjà tout de suite quand même qu'il y avait une légitimité un peu plus légitime que l'autre, si j'ose dire. La légitimité politique qui va petit à petit l'emporter sur la légitimité syndicale, en tout cas dans les discours. Oui, parce que la légitimité des syndicats, sans être mise en cause, elle va être progressivement tenue à distance, parce que c'est le temps du Parlement, explique le chef de l'État, celui du cheminement démocratique, le fameux, le cheminement démocratique de la réforme. Le pouvoir assure alors qu'il entend les Français qui grondent, mais il refuse de négocier avec les partenaires sociaux. La démocratie politique l'emporte sur la démocratie sociale, alors même que les deux sont censés coexister. Et puisqu'on parle de légitimité, les syndicats, eux aussi, il faut le rappeler, ont quand même une légitimité issue des urnes aux élections professionnelles. Alors, on peut blâmer Emmanuel Macron, on peut aussi blâmer, ça c'est le vieil adage, ce n'est pas la rue qui gouverne, ça c'était dans votre majorité, Jean-Pierre Raffarin à l'époque. On peut rappeler que François Hollande et Manuel Valls, eux, hésitaient carrément à interdire les manifestations, ça c'était au moment de la loi El Khomri. Donc il y a toujours ce rapport du pouvoir politique un peu difficile avec les syndicats. Là, ils ont été renvoyés pêle-mêle dans le camp de l'irresponsabilité, ça c'était un autre mot du président. Ils vont demander à être reçus à l'Élysée, vous vous en souvenez, sans succès. En fait, ils n'ont plus que leur légitimité pour pleurer. Si je et puis il y a dernier acte, cette petite phrase hier soir qui va faire beaucoup parler. Oui, parce que devant les parlementaires de sa majorité, le président s'en prend à la foule qui n'aurait pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus. Vous faisiez allusion tout à l'heure. Alors la foule, c'est facile parce que c'est une masse indistincte qui met tout le monde dans le même sac. Mais du coup, tout le monde se sent visé. Les opposants à la réforme, les manifestants, mais aussi les syndicats. Alors l'Élysée tentera de rattraper cette maladresse en expliquant que le chef de l'État ne parlait que des émeutes spontanées auxquelles on assiste depuis jeudi dernier, le soir, notamment à Paris, des factieux, comme il dira dans son interview aujourd'hui. La chienlit, disait De Gaulle. Emmanuel Macron comparera même ça là à la prise du Capitole ou au Brésil de Bolsonaro. Devant les réactions assez outré des syndicats, le président de la République, qui a besoin de les rasseoir autour de la table de négociation, parce qu'il faut bien imaginer la suite, va insister ce midi, vous l'avez entendu, sur la différence qu'il fait. Et la légitimité, il n'a plus que ce mot à la bouche. Les syndicats ont une légitimité, ils ont retrouvé un esprit de responsabilité, les manifestations organisées sont légitimes, ça c'est encore lui qui le dit, et le gouvernement doit essayer d'entendre la colère légitime, encore une fois, des Français. N'en jetez plus à se demander pourquoi, si à ce compte-là, tout est légitime, et il n'aurait pas dû les écouter un peu plus tôt. Merci Mathieu. Vous aviez envie de réagir, vous pourrez réagir un peu plus tard, mais je voudrais donner la parole à Yann Chantrel sur effectivement la comparaison avec les événements du Capitole à Washington. Est-ce que ça vous a choqué ? Oui, c'est choquant, c'est proprement scandaleux. C'est-à-dire que Emmanuel Macron considère que les milliers et millions de manifestants sont des factieux. Enfin, c'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a visé ceux qui mettent le feu. J'aime bien les raccourcis. C'est un peu ça, quelque part. Mais il parlait du feu explicitement le soir. Alors, il comparait des feux de poubelle sur la place de la Concorde à la prise du Capitole. Mais c'était cela qui... Par rapport à la question de la légitimité, votre édito, justement, pourquoi le répète-t-il sans arrêt ? Quand on répète souvent le même mot, c'est que lui-même sait qu'il est peut-être un petit peu en déficit de légitimité sur cette réforme. Moi, je fais partie des personnes qui ont voté pour lui au second tour pour faire barrage à l'extrême droite. Je combats cette réforme, je la combats depuis le début. Il a été élu en grande partie grâce aux voix de gauche. Il n'aurait pas été élu sans eux, qui ont fait barrage à l'extrême droite. Donc sa légitimité sur cette réforme est proche de zéro, à tel point que le soir même de son élection, lui-même avait reconnu qu'il y avait des voix de gauche, qu'il fallait qu'il change. Et la preuve qu'il n'a pas de légitimité sur cette réforme, c'est que les Français, dans la foulée à l'Assemblée nationale, ne lui ont pas donné de majorité sur son programme. S'il a une majorité relative et qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée, c'est parce que les Français ne veulent pas de son programme. Donc, depuis le début, le président de la République est dans cette situation où il n'a jamais tenu compte de l'exercice démocratique qui a eu lieu dans notre pays à travers l'élection législative. Il l'a fait comme si c'était comme d'habitude, on va fonctionner comme avant. Il n'a pas lu
politiquement ce qui s'était passé. Il n'a pas remis en question son programme. Il aurait dû rouvrir complètement le jeu. J'aurais été à sa place, puisque je vois que je n'ai pas de majorité, je dois en créer, mais pas à partir d'un programme qui a été rejeté, puisqu'il n'a pas eu de majorité aux législatives. Sur un nouveau programme, c'est pas ce qu'il fait. Il s'entête sur une mesure qui est profondément rejetée. Moi, je m'inquiète parce que ce rejet, cette situation crée effectivement de la difficulté et de la violence potentielle dans le pays. Le responsable de la violence, c'est lui, par rapport à cet acte, par rapport à ce mépris qui a été très bien dit par les syndicats vis-à-vis de la mobilisation sociale, c'est facteur de violence. Donc en fait, finalement, ce discours est aussi propice à créer de la violence. Je suis désolé, quand vous dites aux Français qui vous élisent, circulez, il n'y a rien à voir, vous pourrez dire ce que vous voulez, je m'en fous, ça crée de la violence et je pense que les citoyens se rappelleront à lui que c'est eux qui décident et non pas lui. Xavier Iacovelli, sur peut-être la comparaison avec le Capitole, je voudrais quand même vous entendre là-dessus, parce que effectivement, quand il dit ça, il parle très clairement des violences depuis une semaine et il fait la différence. Peut-être d'ailleurs pour nous éclaircir les idées après ce qu'il avait dit devant des élus hier soir. Est-ce qu'il ne va pas un peu trop loin quand même avec cette comparaison ? Moi, je voudrais compléter, pardonnez-moi, mais je trouve que pour le coup, mon collègue Chantrel a complètement complété votre édito sur le brevet de légitimité que pouvait donner le président de la République ou la majorité présidentielle. Je pense que vous n'avez pas suivi les 175 heures de débat au Parlement où nous avons eu de cesse de recevoir des procès en illégitimité du président de la République, de ce gouvernement, de cette majorité présidentielle, de ce texte, puisque nous n'étions pas légitimes parce que nous n'avions pas de majorité absolue. Mais enfin, pardonnez-moi, mais vous l'avez rappelé en plus, nous ne serions pas légitimes parce que on a gagné contre Marine Le Pen. Emmanuel Macron a gagné contre Marine Le Pen au deuxième tour. Mais jusqu'à preuve du contraire, quand il y avait des duels entre l'extrême droite et la NUPES ou les représentants de la gauche, et que et la droite, LR et la majorité présidentielle ont voté pour la NUPES pour faire barrage à l'extrême droite, jusqu'à preuve du contraire, personne ne remet en cause. Vos candidats n'appelaient pas à voter, contrairement à nous. Personne ne remet en cause. Pardonne-moi. La plupart du temps, vos candidats qui ne sont personne n'a remis en cause. Personne n'a remis en cause la légitimité des députés de la NUPES qui ont été élus pour faire barrage à l'extrême droite. Quand vous remettez en cause le vote de confiance que nous avons eu hier à 9 voix près en disant 9 voix c'est trop court, ce n'est pas légitime. Mais pardonnez-moi, mais je crois qu'autour de cette table, notamment vous, chers collègues, vous n'avez été élus qu'à 3 voix près sur votre élection sénatoriale. Et donc on voit bien, personne ne remet en cause votre légitimité, vous êtes sénateur et de plein exercice et c'est tant mieux comme ça. Donc au bout d'un moment, une élection, elle peut se gagner à 1 voix, effectivement, et un vote de confiance peut se gagner à 1 voix. Et donc ce qui serait bien, c'est qu'on évite chacun de se donner des procès en légitimité. Pour revenir sur, effectivement, les propos du président de la République concernant les factieux ou les comparaisons avec le Capitole. Et la réalité, c'est qu'il ne parle pas des manifestations où il a répété que, pour le coup, elles étaient légitimes. Elles étaient légitimes parce qu'elles se passaient correctement et parce que les syndicats, les organisations syndicales ont joué le jeu aussi d'un encadrement, d'une sécurité et pour éviter que ça dérape. Et donc, effectivement, les millions de personnes dont vous parlez, chers collègues, effectivement, ça se passe très bien dans les manifestations. Là où ça ne passe pas, c'est quand ce n'est pas encadré par les organisations syndicales et que le soir, dans des manifestations qui sont on va dire, non organisée, effectivement, ça se déroule de façon irrespectueuse et avec des poubelles qui brûlent, le matériel urbain qui est dégradé. Et là, ça pose un vrai problème. Et c'est là la comparaison avec le Capitole ou avec le Brésil. D'ailleurs, quand vous regardez bien le cycle un peu plus violent, c'est suite au 49-3. Oui. D'où le problème politique, c'est ce qu'on dit. Mais est-ce que ça légitime ? Non. Est-ce que vous êtes en train de légitimer la violence dans les rues ? Non, c'est pas de légitimer la violence. Moi, je ne légitime aucune violence. Vous savez, je suis un humaniste, je suis un pacifiste. Je condamne toute violence des deux côtés. Parce qu'il y en a aussi du côté de la police, il y en a du côté des manifestants, et c'est condamnable. Et il y en a aussi du côté de la police. Et quand on est en autorité, on ne doit pas laisser passer un seul acte des de l'Intérieur. Les enquêtes seront impitoyables avec ça. Stéphane Le Rudulier est très calme depuis de longues minutes, mais je vais vous donner la parole dans un instant, juste après avoir entendu cette réaction, puisque vous parliez de l'action de la police, cette réaction de Guillaume Gontard, le sénateur, le président du groupe écologiste au Sénat. On l'écoute. Guillaume Gontard, tout de suite. Le prince président nous a gratifiés à l'heure méridienne de sa bonne parole. Totalement hors sol, il a annoncé continuer à avancer à marche forcée. Totalement hors sol, il a osé comparer l'un des plus grands mouvements populaires de notre histoire à la sédition factieuse des suprémacistes blancs envahissant le Capitole.
totalement hors sol. Il a insulté les manifestantes et les manifestants sans avoir un mot pour condamner les exactions de la police qui, sous vos ordres, tabasse, nasse, jette des grenades en pleine tête, roule à moto sur les gens, intimide et arrête n'importe qui, n'importe quand, sous le regard alarmé du défenseur des droits. Face à ces débordements, Emmanuel Macron, il a redit, j'ai cité tout à l'heure, sa fermeté face au débordement, cette citation, on ne peut accepter ni les factieux ni les factions. Est-ce que vous parlez d'exaction des policiers? J'imagine que non, Stéphane Le Rudulier. Non, pas du tout, mais là encore, moi ce qui me choque, c'est les propos du président Gontard. Il n'est pas sur ce plateau, mais... la gauche, il faudrait qu'elle soit un peu plus responsable. On est aux portes d'un embrasement social et on a des propos tenus dans les hémicycles, que ce soit à l'Assemblée nationale, voire même maintenant au Sénat. C'est inédit d'ailleurs au Sénat. C'est assez inédit, j'en conviens, qui amène forcément à des réactions assez violentes à travers la rue. Et cette radicalisation du mouvement, vous citiez tout à l'heure qu'il y a effectivement le Conseil constitutionnel et le référendum d'initiative partagée. Mais appelez justement à signer, à recueillir les 4,7 millions de personnes pour... oui, mais pour que l'exécutif puisse dire on va consulter les Français. Mais il n'y a pas besoin de bloquer le pays pour cela, il n'y a pas besoin de violence, il n'y a pas besoin de brûler. On a des outils constitutionnelle, institutionnelle, est bien faite, qui permet au peuple de s'exprimer. Donc ces propos-là sont quand même, j'allais dire très borderline, oui. Aujourd'hui, dans le climat social où on est, il faut que l'ensemble des groupes politiques des deux hémicycles prennent conscience que leur parole compte, elle doit être apaisée et construite et avoir un débat comme on a aussi. Un mot de réponse là-dessus, Yann Chantrel. Est-ce que vous défendez votre collègue Guillaume Gontard? Oui, surtout que par rapport à ce qu'il dit, on a vu aussi des faits, je parle de faits, la garde à vue qui est utilisée aussi comme outil de maintien de l'ordre. Il y avait 300 jeunes à Paris qui ont été mis en garde à vue, puis relâchés, parce que le but aussi c'est d'essayer de dissuader, de manifester, de se mobiliser. Il y a ça derrière, c'est ce que je dis. Le président de la République, plutôt de faire une réponse politique, préfère utiliser la matraque. Ça n'a jamais été bon d'utiliser la matraque contre des mobilisations sociales. Honnêtement, ça n'a jamais donné des bons résultats. Et donc... Par rapport à ça, il y a même eu, j'ai vu des manifestantes à Nantes qui ont été victimes d'actes déplacés au niveau corporel par des agents de police. Il y a eu près de l'ambassade d'Autriche également. Enfin, il y a tout un ensemble de faits qui est aussi tout à fait condamnable et qui devrait être, d'ailleurs le président de la République devrait également les condamner. On a entendu chacun de vous sur ce thème des violences. J'ouvre une dernière thématique, un dernier chapitre dans ce débat et je propose à Marion Vigreux de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Marion, bonsoir. Bienvenue. Il y a une autre phrase qui n'est pas passée inaperçue dans l'interview du président. Tout ne passe pas par la loi. Vous vous êtes intéressé au choix de ces mots, de leur sens. Oui, pour sortir de cette crise, pas de référendum pour Emmanuel Macron, pas de dissolution non plus, mais plutôt un autre calendrier parlementaire, une autre forme de gouvernance. On nous annonce que certains textes vont être repoussés, découpés. C'est le cas du projet de loi sur l'immigration, mais d'autres seront également raccourcis. Et je vous propose justement de réécouter cette petite phrase qui nous intéresse d'Emmanuel Macron. Pour avoir à la fois moins de textes de loi, des textes plus courts, plus clairs, pour aussi changer les choses pour nos compatriotes de manière plus tangible, tout ne passe pas par la loi. Et donc dans ce contexte, il faut agir au service de nos priorités, de nos compatriotes, le faire de manière très concrète avec les élus sur le terrain, avec les services de l'État, et tout ne passe pas par la loi, et on passe trop par la loi dans notre République. Alors que comprendre, bien, cela signifie qu'Emmanuel Macron envisage de gouverner, entre autres, par décret pour mettre en pratique sa politique, plutôt que d'avoir recours systématiquement à une loi. Et donc, au Parlement, c'est en quelque sorte la conséquence logique, finalement, de cette crise de la réforme des retraites, comme un principe de réalité pour compenser sa faiblesse politique au Parlement. Et c'est d'ailleurs ce qu'évoque Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, sur Twitter aujourd'hui. Je vous cite le tweet. Le président contourne le Parlement, dont il a
peur parce qu'il est minoritaire. Il avoue son impuissance politique. Pour nuancer ses propos, il faut néanmoins rappeler qu'on ne peut pas gouverner uniquement par décret. Par exemple, seule une loi peut fixer les règles concernant le droit pénal, les droits civiques, la préservation de l'environnement, l'éducation ou les finances. Reste que la méthode, pour certains, c'est un mépris du Parlement. Pour d'autres, c'est aussi le signe d'une nécessité d'un renouveau politique. Et je vous propose d'écouter à ce sujet la sénatrice écologiste Mélanie Vogel. Je pense que Emmanuel Macron a fini d'enterrer la Ve République et que maintenant, le chemin de sortie de crise réelle pour sortir de la crise sociale et politique et pour que ce ne soit pas l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en 2027, c'est de changer de constitution. Alors, cette possibilité d'utiliser les décrets, effectivement, ça pose aussi la question dont nous faisons les lois dans notre pays. Oui, et nous avons interrogé à ce sujet le constitutionnaliste Benjamin Morel. Ce dernier nous explique que la France est l'un des pays d'Europe où l'on vote le plus vite une loi après la Hongrie, avec 149 jours d'examen contre 400 jours aux Pays-Bas, qui est une moyenne. On pourrait se dire qu'on est très efficace en France, mais en réalité, c'est plutôt le signe, selon lui, qu'on a tendance à passer trop vite sur les textes, quitte après à les modifier, puis à les remodifier. Pour Benjamin Morel, on a un usage beaucoup trop politique de la loi qui n'est pas favorable à l'action publique. La solution serait donc peut-être d'avoir effectivement moins de lois, mais de meilleure qualité. Merci beaucoup Marion. Je reviens sur cette phrase du président de la République. Tout ne passe pas par la loi. Xavier Iacovelli, est-ce que, effectivement, on peut dire que c'est une forme de lucidité face à l'absence de majorité, face à l'impossibilité là de faire voter cette réforme malgré le soutien notamment des sénateurs LR. On a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée. Est-ce que ce n'est pas aussi un constat de faiblesse ? C'est un constat de lucidité sur l'absence de majorité pour l'instant absolue à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que ça veut dire que le président compte se passer du Parlement ? Non, je ne pense pas. La preuve, c'est qu'il a aussi dans sa déclaration, et c'est bien de le soulever, dit qu'il voulait faire différemment, avec une autre méthode, en associant à la fois le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, pour voir comment réorganiser effectivement le parcours législatif d'un certain nombre de projets sur lesquels le gouvernement s'est engagé, le président a été élu, et donc il y a des choses qui peuvent passer de façon réglementaire, des choses qui peuvent passer par décret, des choses où on peut aussi avoir des lois, où on peut avoir des majorités de projets. Et moi, je note un certain nombre depuis les élections législatives, il y a un certain nombre de lois qui sont passées en ayant des accords avec soit la majorité sénatoriale, soit avec les partis de gauche, soit parfois à l'unanimité. Je pense au pouvoir d'achat, je pense au nucléaire, je pense à l'IVG dans la Constitution, où nous avons eu une alliance, y compris au Sénat, avec le groupe centriste, avec les partis de gauche et une partie des LR. Et vous pensez que ce sera encore, de la majorité sénatoriale. Pardon de vous interrompre, ce sera encore possible après le 49.3, après ce climat d'extrême électricité. Je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire. On ne peut pas, et il l'a rappelé, Édouard Philippe l'a rappelé, le président de la République l'a rappelé, nous ne pouvons pas être condamnés à l'immobilisme. Et donc il faut continuer de réformer notre pays, il faut continuer d'avancer, et donc ça passe par... Mais je pense qu'il faut aussi que nous, en tant que parlementaires, nous appliquons cette règle. C'est-à-dire qu'on a aussi tendance à avoir une volonté de faire énormément de propositions de loi, donc ces initiatives parlementaires qui viennent des sénateurs ou des députés, et il faut aussi qu'on légifère moins, et qu'on ne légifère pas sur l'émotion et qu'on légifère mieux. Et je pense que c'est l'objectif des prochains mois. Il y a un premier cas d'école, Stéphane Le Rudulier, c'est la loi immigration. On l'a appris, elle va être découpée, elle devait arriver au Sénat rapidement et ça va... Bon, voilà. C'est un acte de lucidité puisque on savait très bien, en tout cas, le dénouement de ce projet de loi immigration, en tout cas à l'Assemblée nationale. Je pense que ça aurait été le 49.3. Imaginez un seul instant, un mois et demi après ou 2 mois après ce texte sur les retraites, redégainer la grosse Bertha sur un texte assez sensible également, même si ça touche moins la vie quotidienne des Français. Maintenant, sur l'aspect réglementaire utilisé de décret ou législatif, là encore, je vais redire mon attachement à la Constitution. Il y a 2 articles, l'article 34, l'article 37 de la Constitution, qui cadrent en fait ce que peut faire l'exécutif en termes réglementaires et ce que peut faire le Parlement. Je suis d'accord avec Benjamin Morel. Effectivement, on légifère beaucoup trop vite, on légifère beaucoup trop, et donc il faudrait peut-être rétrécir les textes, là j'en suis d'accord, parce que quand on voyait par exemple... Ça, cette tentation-là, tous les présidents l'ont eu, quel que soit leur bord politique. Non, mais faire des lois politiques, enfin on n'est pas naïfs les uns les autres. Une dernière loi, mais on pourrait reprendre une des lois qu'on a proposées également. 304 articles, on voit très bien que ces lois fleuves n'amènent en rien la qualité législative derrière. Donc
oui, rationalisons nos textes, faisons un peu aussi de toilettage, et notamment dans l'exécution des textes. On évalue très peu les textes qu'on vote et qu'on met en œuvre. Ça aussi, c'est un vrai sujet, et je pense que ça doit être le premier sujet à mettre sur la table, sur des textes aussi essentiels que l'immigration, que la justice ou autres qui vont être ça n'est jamais discutés. le 30e en 40 ans. Hein. Mais justement, on fait trop de lois, mais est-ce qu'on a évalué sur l'immigration, hein. sur l'immigration, mais la question de l'immigration a aussi un peu évolué en 40 ans. Oui, non, mais oui, mais c'est peut-être effectivement le thème sur lequel il y a eu le plus de lois politiques. Une mission d'évaluation à avoir pour avoir un débat apaisé des lois sur ces politiques, sujets-là. C'est aussi un principe de réalité. Quand dans le dispositif qui était prévu dans la loi d'immigration... un fait divers, une loi, c'est arrivé. Je suis d'accord. Non, mais là, c'était pas le cas sur la question de l'immigration. Il n'y avait pas de fait divers qui a emmené ce projet de loi porté par Darmanin. Je parle des 30 lois sur il y a la question aussi de l'intégration par le travail. C'est un vrai sujet. Quand on a des métiers tendus, c'était un des points qui posait d'ailleurs problème avec une partie de la majorité LR, je suis d'accord. Mais c'était un des points aussi importants et qui répond à une demande du tissu économique et de la réalité de notre pays. Ouais. Yann Chantrel, sur le fait, je reviens à la phrase d'Emmanuel Macron, tout ne passe pas par la loi. Qu'est-ce que vous entendez avec cette phrase ? Dans la situation politique dans laquelle on est, justement, je trouve ça plutôt inquiétant. C'est de dire, ce qui a été très bien dit, je n'ai pas de majorité au Parlement, donc je me passe du Parlement. C'est un peu ça qu'il veut dire quelque part. Et ça ne veut pas dire moins de Parlement. Je pense qu'il faut plus du Parlement, mieux de Parlement, dans le sens où peut-être que c'est une critique aussi de sa présidence depuis 6 ans, puisque depuis 6 ans, tous les textes passent en accéléré. Accéléré, ça veut dire qu'il n'y a pas de lecture. Moi, je me souviens d'une époque, je n'étais pas parlementaire, mais qu'on m'a raconté, où il y avait 2 lectures, et c'est un mépris presque du bicamérisme des 2 chambres, qui permettait d'améliorer le texte, d'aller sur le fond, parce que débattre, aller sur le fond, et c'est ce qu'on critique justement de la réforme des retraites, c'est que c'était en version hyper accélérée. Donc prenez le temps de faire la loi pour bien faire la loi, pour aller au fond, pour pouvoir faire des auditions sur le fond, d'avoir le temps de discussion. Je suis d'accord, il y a cette procédure accélérée, c'est vrai que c'est 90% des textes, et il y a aussi les ordonnances. Là, on en utilise moins, mais effectivement, on était tous très très vigilants par rapport aux ordonnances, d'autant plus que le temps de publication des ordonnances, on s'est aperçu que c'était quasi le double du temps de la législation. Enfin, c'est un peu technique pour nos téléspectateurs, mais ce qui veut dire que sur ces 2 aspects-là, il va falloir quand même qu'on retrouve de la rationalité, de l'apaisement, et qu'on puisse dire, sur tel thème, procédure accélérée, elle n'est pas non plus légitime à tout va. Une procédure accélérée, quand on regarde notre Constitution, c'est quand il y a urgence. Mais Stéphane Le Rudulier, si Emmanuel Macron est là, c'est qu'il ne peut pas faire confiance au LR et surtout aux députés LR. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'on a bien vu ce qui s'est passé. Écoutez, là aussi, notre famille politique traverse une crise quand même à l'image de ce qu'a traversé les socialistes il y a quelques années. Nous n'avons pas assez réfléchi sur des sujets aussi essentiels que la retraite, que sur l'immigration ou autre. Et je suis désolé, ça aurait été aux adhérents, aux militants de trancher ce sujet-là et pas uniquement à des personnalités. Il y a quand même quelques années que vous promettez la retraite à 65 ans à chaque élection présidentielle. Non mais d'accord, mais comme je vous l'ai dit... Vous avez réfléchi ou vous avez sorti ça de votre chapeau ? Mais vous avez entièrement raison. La primaire. Mais il faut dire aussi la vérité, c'est ce que je disais en début d'émission. La retraite à 64 ou 65 ans, c'est pour un équilibre dans 5 ans. Mais quand on regarde la trajectoire démographique de notre pays, où on va avoir 4 fois plus de retraités en 2040 qu'aujourd'hui, il est clair que cette réforme ne suffira pas à équilibrer notre système de retraite. C'est là-dessus qu'on doit plancher et dire pourquoi pas avoir un autre système. Mais là, on peut avoir un débat, et on a eu un débat de qualité. Vous n'êtes pas d'accord sur la capitalisation, on peut en convenir. Il y a peut-être d'autres solutions. Mais là aussi, le Sénat avait montré au début du texte, et je reviens à cela, la qualité des débats qu'on a eus entre nous. Article 1er, article 2. Et après, ça s'est détérioré. C'est malheureux. Mais sur ces sujets-là, et je vous rejoins. Là aussi, il faudrait peut-être une navette parlementaire avec 2 lectures dans chaque chambre pour essayer... C'est ça le changement de méthode justement proposé par le président de la République, c'est éviter les procédures accélérées et ça fait beaucoup de changements de méthode là. Vous me parlez de ce qui va changer sur le fait de légiférer moins. Peut-être qu'on va légiférer moins parce qu'on va prendre plus de temps pour légiférer et éviter les procédures accélérées. C'est catastrophique quand même. Juste pas tous en même temps. Très rapide, Stéphane Le Rudulier. Ce qui serait catastrophique, c'est qu'on n'arrive pas à l'objectif de l'équilibre en 2030 en ayant mis des millions de personnes dans la rue avec un climat social délétère et voire même des années dures de gouvernement derrière. Allez, à vous le Oui, là, ce que nous montre aussi la séquence, c'est qu'on est dans des institutions justement à bout de souffle et qu'il faut justement les changer, les rendre
beaucoup plus connecter les citoyens en permanence. On n'a plus les mêmes citoyens, ils sont beaucoup plus éduqués, ils sont beaucoup plus connectés, ils veulent donner leurs avis. Il faut pouvoir une démocratie parlementaire participative, j'appelle ça, pour que les citoyens puissent donner leur voix, non pas tous les 5 ans à travers un bulletin, mais de manière beaucoup plus continue, de les connecter et de les associer à la loi. Ça se fait dans d'autres pays où il y a même des auditions citoyennes dans certains parlements. Donc je pense qu'on pourrait s'inspirer... avec Ségolène Royal, en fait. On pourrait s'inspirer de bonnes pratiques politiques dans ce pays. On termine ce débat là-dessus. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Débat 100% masculin, c'est rare, on n'a pas pu faire autrement, même si on était ravis de vous recevoir. Mais bon, voilà, on essaye quand même d'éviter ce genre de débat 100% masculin.